Docteur Delorgeril, vous avez commencé à nous parler de 4 axes principaux pour prévenir les maladies, en tout cas rester autant que possible en bonne santé. On a vu les 2 premiers qui étaient l'alimentation avec le régime méditerranéen et l'activité physique. Quels sont les 2 autres? Alors ce sont des aspects de mode de vie. Hein. Des modes de vie, oui. Hein, c'est vraiment très important. Le troisième aspect, c'est ce que on pourrait appeler la gestion du stress, ou comment répondre à des conditions d'existence difficiles. Alors le stress, pour nous, ce n'est pas la condition stressante, c'est la manière dont nous on l'appréhende. La réaction du corps en fait. Pas simplement du corps, hein, c'est aussi psychique. Hein, comment on va gérer, voilà, c'est pour un mot moderne, mais comment on va à la fois recevoir puis se débrouiller avec les traumatismes de la vie quotidienne. Alors vous voyez bien tout de suite qu'il y a les traumatismes de la vie quotidienne qui sont d'une terrible banalité, hein, mais qui peuvent être importants pour certains et beaucoup moins pour d'autres. Mais certains vont répondre à des conditions stressantes qui nous paraissent banales de manière extrêmement agressive ou extrêmement dépressive, qui vont exagérer. Et puis il y en a d'autres qui sont au contraire capables de supporter à peu près n'importe quoi. Donc, cette façon dont on va répondre au stress, à la condition stressante, c'est-à-dire notre stress, c'est quelque chose de très végétatif. Hein. C'est vraiment notre aptitude à la fois à attraper notre proie, donc c'est très animal, et à la fois comment on va pouvoir s'échapper, échapper aux prédateurs. Ça, c'est l'aspect, je dirais, très neurovégétatif et qui implique donc tout notre système hormonal. Donc vous voyez qu'on est là, c'est vaste, et on est là au cœur de la physiologie humaine. Et vous voyez que si vous allez perturber ce genre de système, eh bien vous allez altérer les conditions basiques de l'existence des gens. Un exemple très simple, c'est les surrénales, les glandes qui produisent les hormones du stress, qu'on les appelle comme ça. Elles les produisent à partir d'une molécule qui est le cholestérol. Si vous venez donner des médicaments anticholestérol, qui est le substrat de ces hormones du stress, eh bien vous allez provoquer des problèmes immédiatement, plus ou moins bien ressentis par les gens. Mais vous voyez que c'est une altération qui va être très difficile à identifier à la fois par le médecin, qui ignore totalement ces choses-là, et aussi par le patient, ou par la personne, ou par un psychothérapeute. S'il n'est pas éveillé à ça, et s'il n'a pas des techniques pour appréhender ces altérations, il ne pourra pas le faire. Et les gens vont se plaindre sans savoir qu'en fait c'est le médicament anticholestérol, en pensant « Ah, je me fais du bien avec le médicament anticholestérol », mais en fait, j'altère mon système neurovégétatif. C'est fondamental. Alors, ce sont ces personnes qui vont être étiquetées psy, entre guillemets. Non, pas forcément. Au contraire. Il y a un vrai substrat physique. Au contraire, ça peut être des gens qui sont poussifs, qui sont plus ou moins dépressifs et qui ne vont pas réagir de manière adéquate. Quand je veux dire psy, c'est-à-dire qu'on va leur dire tu te laisses aller, tu ne te sens pas bien, c'est dans ta tête. Or qu'il y a un substrat physique derrière ça. C'est-à-dire que si on les aide à remonter éventuellement leur taux de cholestérol ou un certain nombre de choses bénéfiques, ils auraient une meilleure capacité à sécréter cette adrénaline. C'est pas l'adrénaline, c'est les stéroïdes. Oui, mais je ne dirais pas dépression, ni j'irais pas trop vers la psychiatrie là. On est vraiment dans le état général, en fait. Ça déprime que la dépression même. Voilà, on est vraiment dans le mode de vie, dans la banalité. Hein, pour provoquer une dépression avec des médicaments, ça c'est tout à fait possible, ça c'est sûr. Il faut beaucoup. Et puis la dépression, ça a une définition. Ça pourrait accentuer un état qui pourrait déjà être un peu latent. Ça peut accentuer des états latents, mais c'est des petites altérations dans nos conditions d'existence qui peuvent à la fin et au bout d'un certain temps et dans un contexte social particulier, etc. Et donc ça, la réceptivité, l'individualité, c'est fondamental. C'est intéressant ce que vous dites, parce que la plupart des gens prennent compte des gros traumatismes, mais ne prennent pas assez compte en effet des micro-traumatismes qui, en effet, accumulés, finissent par avoir beaucoup d'importance. Exactement. On n'est pas dans une culture qui reconnaît en fait l'importance de ça. Exactement. On est en train, notamment aux États-Unis, de revenir vers ce genre progressivement. Sinon, il y a des mouvements extrêmement importants. Et c'est un peu le rôle des médecines alternatives, ou des médecines complémentaires, comme vous voulez. Il y avait des académies aux États-Unis de médecine alternative et complémentaire. Vous voyez le retard qu'on a en France dans les académies. C'est subventionné par... il y a des universités. Ça, on a parlé des petites choses, mais imaginez un deuil.
Imaginez une perte d'emploi. Alors, dans ces conditions-là aussi, la gestion du stress, alors ça, là on est vraiment dans les conditions d'existence, la capacité à surmonter ce genre d'événement, c'est fondamental. Je vais vous donner un exemple très simple. Si on vous apprend, et puis ça ne se fait pas tout seul, hein, il faut être aidé, il faut un contexte familial et social, c'est de l'éducation, etc. Mais si on a été averti à ça et si on est préparé, on va mieux gérer. Je vais prendre l'exemple d'une perte d'emploi. Une perte d'emploi chez un individu donné, ça peut donner une vraie dépression. Hein, la réaction, ça peut être le canapé, le cendrier, la télé, plus bouger. C'est comme si c'était une défaite personnelle. Et ça, c'est évidemment, 1, la sédentarité, 2, le tabac, 3, des habitudes alimentaires catastrophiques, un abus d'alcool peut-être, etc. Donc là, vous voyez, c'est pas la condition stressante, c'est pas la manière de gérer le stress, c'est vraiment, on retourne aux 2 premiers paramètres du mode de vie. D'autant que le 3e peut influencer en plus les 2 premiers. Bien sûr, il va même stressé peut compenser par des habitudes alimentaires encore pires que d'habitude presque. Exactement. Et inversement, vous en avez d'autres qui peuvent réagir de manière extrêmement positive. Perte d'emploi, chic. Qui en profite pour se remettre à zéro. Et... Chic. C'est un cadeau du bon Dieu. Je m'emmerdais dans ce boulot, je change, je refais une formation. C'est une opportunité pour rejoindre un copain, une copine, etc. ailleurs, etc. Voilà. Vous voyez ces 2 manières. Et alors là, on dit tiens, j'ai du temps pour moi, puisque les gens sont toujours à la recherche de temps. Je vais faire un peu plus d'exercice physique. Cette fois-ci, ça y est, je vais arrêter de fumer, etc., etc. Bon, ça, j'arrête sur cette relation condition d'existence et gestion du stress. Résilience. Vous voyez, il y a toutes sortes d'approches. On n'est pas, nous, des psychiatres, ni des psychologues, ni des sociologues. Donc, c'est assez difficile, mais je pense qu'en médecine générale, on peut considérablement aider les gens avec simplement du bon sens. Déjà en reconnaissant tout ça, parce que c'est pas... En reconnaissant, voilà. Et puis, quelquefois, nous, on voit des gens avec vraiment des réponses de bon sens. Quelquefois, c'est papy et mamie qui peuvent faire le psychiatre, vous voyez. Mais il y a des gens qui peuvent se détruire aussi, parce que les conditions d'existence ont été difficiles. Non. Avant le 4e, qu'est-ce que vous prenez comme technique justement pour essayer de mieux gérer son stress? Puisque c'est la méthodologie. Ben comme vous avez constaté, j'ai évité d'aller trop loin dans ce domaine. C'est dans votre bouquin, d'accord? Oui, non, oui, un peu, pas beaucoup, parce que justement, on veut pas. Non, c'est pas notre métier. Je pense qu'il faut des professionnels pour ce genre d'activité. Peut-être que vous avez observé des résultats plus ou moins bons avec telle ou telle technique. Vous n'avez pas été amené à ça encore? Bon, je vais vous le dire très franchement, nous on est très yoga, voilà. D'accord. Ben voilà, c'est déjà... Mais personnellement, je ne suis pas un professionnel, donc je ne préfère pas aller plus loin. Mais je pense que à la fois dans l'activité, le yoga c'est assez bien parce que c'est à la fois de l'activité physique qui n'est pas sportive, mais c'est pas simplement de la gymnastique, c'est aussi une philosophie de la vie, une philosophie de l'existence. Et ça, il y a souvent des maîtres, ça dépend. Hein, il y a le meilleur et le pire, évidemment, comme dans toutes les activités humaines. Mais je pense qu'il y a des maîtres exceptionnels, et notamment en France. Alors, je ne vais pas parler de mon département, l'Isère, c'est là où il y a le plus de professeurs de yoga, le plus d'écoles de yoga. Je ne sais pas si c'est la proximité des Alpes, du Grand Air, mais voilà, il y a des gens exceptionnels. D'accord, allez-y. Alors, le 4e aspect mode de vie, je vais vous dire, c'est presque celui qui me tient le plus à cœur, parce que la diète méditerranéenne, on le sait, ne pas être sédentaire, on le sait, la gestion du stress, on le sait, même dans les centres de réadaptation pour les patients qui ont fait un infarctus, on essaye de les réadapter aussi à la gestion du stress. Le 4e, c'est vraiment quelque chose qui nous saute à la figure à l'heure actuelle, parce que c'est le facteur environnemental, c'est les toxiques. On est tous désintoxiqués, on est tous empoisonnés. Et il y a 4 poisons typiques qui, à l'heure actuelle... Ça fait monter mon stress. Désolé. Tu sauras le gérer, à mon avis. Ça devrait y arriver, mais... Tu as des outils, toi. Il y a 4 toxiques qui sont diffusés, qui sont dans notre société, qui sont omniprésents. Alors bon, le tabac, mais il y a des succès avec le tabac, mais ça reste le poison numéro 1 dans certaines familles et chez certains individus. C'est pas la peine d'en dire plus, mais alors, tout le monde le sait. C'est une addiction, et bon, alors, les gens y arrivent, les gens y arrivent pas. Là aussi, ça commence à l'éducation, ça commence à l'école.
Le deuxième type de toxique que l'on a découvert récemment, quand je dis découvert, on le savait plus ou moins, mais on manquait de données scientifiques fortes. Maintenant, on les a. On a des données épidémiologiques chez les humains, on est capable de reproduire ça. C'est la toxicité de l'air respiré, et notamment dans les villes, mais pas simplement dans les villes, parce que le paysan dans son champ, il est encore plus intoxiqué. Mais il y a différentes sortes de particules dans l'air qu'on respire, mais c'est absolument catastrophique. Pour des gens qui sont fragilisés par d'autres pathologies, alors il y a deux types de... c'est certaines petites poussières, et puis c'est les particules de diesel, par exemple. Ça, c'est... Vous prenez un rat et vous reproduisez la toxicité sur le cœur, direct sur le cœur, par les particules de diesel. Plus elles sont petites, plus elles sont toxiques, etc. Ça, vraiment, on en a l'évidence. Scientifiquement, c'est reproductible, il n'y a aucune contestation possible. C'est vraiment quelque chose dont il faut se défendre. Et pourtant Alors, à un niveau individuel, ça paraît difficile, à part se balader avec un masque à gaz, on ne va pas faire grand-chose pour... Ben, ça dépend de vos conditions d'existence. Et vous voyez, vous remontez à nouveau à un étage, ça dépend de vos conditions d'existence, ça dépend de ce que vous acceptez comme conditions d'existence. Si vous êtes un Parisien et que vous ne voulez pas quitter Paris, désolé. Mais il n'y a pas que Paris. Hein, il y a des grands boulevards dans toutes les villes. Vous voyez, il y a des usines, il y a le chauffage urbain. Hein, le diesel, c'est quelque chose d'omniprésent dans notre environnement respiratoire. Le tout, c'est de limiter les facteurs de risque. Si on fume, plus on mange mal, plus on ne fait pas de sport, plus on boit, plus. Je ne vous le fais pas dire. Alors après, il y a des questions. Faire son jogging à Paris, est-ce que c'est conseillé ou est-ce qu'il faut carrément pas faire de sport? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Paris n'est pas la ville la plus polluée parce qu'il y a du vent. Il y a du vent, c'est comme Lyon. Quelquefois ça pue, mais quelquefois il y a du vent, il y a le Mistral. Et finalement, les villes en cuvette sont peut-être plus dangereuses. On disait que Grenoble était assez pollué parce que... Ça a été longtemps pollué, Grenoble, parce qu'il y avait beaucoup d'industries chimiques. Dieu merci, ça a beaucoup diminué. La principale pollution à Grenoble maintenant, dans la cuvette grenobloise, c'est l'automobile et pendant l'hiver, le chauffage. Les autres toxiques que l'on trouve dans notre environnement, eh bien, c'est via la nutrition, c'est via les aliments à nouveau. Ça, c'est vraiment quelque chose... c'est un monde, hein. C'est un monde. Entre les pesticides, les herbicides, tout ça. Oui, mais contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est très bien étudié, bien qu'à chaque fois que quelqu'un apporte quelque chose de nouveau, le Roundup ou Monsanto, etc., on lui tire dessus. En fait, on commence à avoir là aussi des données scientifiques solides on peut s'en défendre. Peut-être que c'est là que l'on peut le mieux se défendre. Ben oui, il suffit de manger bio. Ah oui, d'accord. Okay. Ah oui, ça veut dire c'est possible, parce que je croyais que vous défendiez les pesticides. Oui, non, ça risque pas. Vous allez me dire que le corps s'était habitué depuis, etc. Non, malheureusement, on ne s'abitue pas et au contraire, ce sont des cocktails de substances que l'on accumule en général dans notre tissu adipeux, donc dans notre gras. Et c'est vraiment des substances toxiques. Nous-mêmes, on a fait des expériences sur le rat. Vraiment, à des doses infimes, vous trouvez des signes de toxicité dans les petites organites de nos cellules. Donc, je dois dire, vraiment, c'est quelque chose. Je crois qu'avant de s'abonner à Canal+, il faut garder son budget pour aller acheter bio. Je pense que c'est fondamental. C'est un vrai message, quoi. Oui. Ouais. Et toute la désinformation dans les médias, y compris par des scientifiques, disant le bio, ça sert à rien, c'est cher, mais c'est faux. C'est vraiment, les données scientifiques sont vraiment... Même si c'est pas parfait, il vaut mieux quand même ça. Parce que c'est pas parfait, on le sait, tout le monde le sait, que le bio n'est pas parfait. Le bio, c'est-à-dire que vous voulez dire qu'il reste toujours quelques substances toxiques? Non, je pense qu'on peut avoir maintenant, il y a des maraîchers dans toutes les campagnes de France, il y a des maraîchers, il y a des gens qui font des potagers. On arrive maintenant à manger bio. On arrive à se procurer pratiquement toute l'année des aliments bio où la quantité de pesticides est vraiment, ou d'autres toxiques est vraiment infime. Mais ça coûte cher. Mais il faut faire un effort pour se les procurer. Voilà. Mais ça vaut le coup au niveau de la santé en tout cas. Ah ça c'est sûr. Ça bien sûr, ça, alors vraiment il n'y a aucun doute possible. Donc, vous avez vu, j'ai donné 3 toxiques. Le tabac, l'air respiré, les pesticides de l'alimentation, et le 4e, c'est peut-être le plus horrible, ce sont les médicaments. Les médicaments sont consommés aujourd'hui dans notre pays, et ailleurs d'ailleurs, aux États-Unis c'est presque encore pire, de manière totalement absurde. Soi-disant pour se protéger, soi-disant pour se soigner, on utilise les médicaments de façon addictive, et généralement pas pour notre santé. Les effets secondaires de la plupart des médicaments
utilisées aujourd'hui par les Français sont pires que la maladie pour lesquelles ils sont censés nous protéger.